Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Les Européens enfin en route pour créer leur monnaie numérique. Très en retard sur la Chine, l'e-euro pourrait voir le jour dans les prochaines années. Un enjeu de compétitivité et de souveraineté pour le vieux continent. Pour en parler, je reçois Frédéric Lacroix, avocat spécialiste des services financiers au cabinet Clifford Chance. Bonjour Frédéric Lacroix. Bonjour Ali. Donc en retard, l'Union européenne là-dessus sur son euro numérique? Alors certainement vis-à-vis de la Chine. La Chine a déjà commencé à dérouler son euro, sa monnaie numérique le yuan, sur le territoire de la Chine et puis également à l'international. Il y a des projets aujourd'hui en partenariat avec d'autres banques centrales asiatiques pour mettre en place finalement un système de paiement numérique dans différents pays. Alors, à cet égard, on est en retard. En revanche, vis-à-vis des États-Unis, non, quand même pas. Les États-Unis sont beaucoup plus en retard que nous. Le n'existe pas encore. Le $1 n'existe pas encore. La Fed a lancé une consultation. Il y a des consultations en cours sur ce sujet. Mais on sait que, d'ailleurs, c'est ce que a dit Jérôme Powell, c'est qu'il y aura nécessité d'un processus législatif également aux États-Unis pour mettre en œuvre un e-dollar. Alors, dites-moi, c'est quoi un euro numérique, donc un e-euro, simplement? Très simplement, aujourd'hui, on connaît les billets et les pièces. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle la monnaie banque centrale, finalement, où vous avez un recours, un droit de créance directement contre la banque centrale, d'accord, qui émet l'euro. Quand vous déposez de l'argent en banque, en réalité, c'est pas la même monnaie. Vous avez la monnaie scripturale, c'est les dépôts en banque. Voilà. Et là, vous avez une créance contre l'établissement de crédit auprès duquel vous allez ouvrir votre compte en banque. Voilà. L'euro numérique est une variation en réalité des monnaies et pièces, dans le sens où on va dématérialiser l'euro, la monnaie fiduciaire, pour la transformer en euro numérique, qui reste donc un droit de recours contre la banque centrale. D'accord. Et vous êtes propriétaire de l'euro numérique. D'accord. Vous n'êtes pas face à un droit de créance contre la banque. Donc si la banque fait faillite, vous êtes indemnisé par le fonds de garantie des dépôts, mais si votre dépôt, le montant de votre dépôt excède le montant de la garantie, vous perdez au-delà de 100 000 euros, vous perdez en fait votre argent. L'euro numérique, normalement, c'est un droit de propriété, donc vous le conservez à 100% et vous n'êtes pas en risque contre le dépositaire qui détient pour vous ces euros. C'est-à-dire que mon euro numérique, je l'aurai sur mon téléphone? Alors, vous l'aurez sur votre téléphone, dans un wallet, ça peut être également dans un compte, et vous aurez effectivement la clé privée d'accès à votre wallet que vous conservez et qui vous permet d'accéder à tout moment à votre euro. Je pourrais payer en boutique ou sur Internet avec mon euro numérique. Alors, c'est vrai que l'euro numérique a cet avantage, mais qui est finalement le même que celui de la monnaie scripturale. Aujourd'hui, quand vous faites des virements bancaires, alors quand ils sont instantanés, c'est pas toujours le cas, mais vous arrivez au même résultat. Donc, en termes de cas d'usage, on est à peu près proche. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'euro numérique de détail pose une question de concurrence, vous voyez, entre donc cet euro numérique et le dépôt bancaire. Voilà. Alors, les annonces de la Commission européenne, c'est pour quand l'euro numérique? Alors, le processus législatif vient juste d'être lancé. Donc, le 28 juin de cette année, la Commission européenne a publié son projet de règlement pour la création de l'euro numérique. Alors, le processus législatif va prendre un petit peu de temps, d'autant que l'année prochaine, en avril, on va avoir les élections au Parlement européen. Donc, changement de... Couleur du Parlement, peut-être. Changement de Commission européenne. Donc, effectivement... Sur le sujet du calendrier, on peut avoir quelques doutes sur la 2027, 2028. En gros, les autorités monétaires européennes parlent d'effectivement 2026-2027. D'accord. Je disais un enjeu de compétitivité d'abord. C'est important. Complètement. Pourquoi ? En fait, on se rend compte que, vous voyez, avec les événements mondiaux, la guerre en Ukraine, les espèces, ça constitue quand même une réserve de valeur qu'on est bien content d'avoir en poche. Or, on a une évolution, une tendance, à moins utiliser les espèces et à utiliser beaucoup plus des outils numériques, mais qui sont des outils de paiement, qui ne sont pas de la monnaie elle-même. Donc, il y a quand même un enjeu de conserver, en fait, un usage équivalent à celui des espèces
en euros, en monnaie numérique. Notre crise de type pandémie et confinement, évidemment, c'est intéressant d'avoir ça. Et puis il y a les usages, d'outils techniques qui se sont beaucoup développés, de technologies de paiement qui se sont développées, mais qui ne sont pas européennes en réalité. Voilà. Vous voyez, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, vous regardez Visa, Mastercard sur les systèmes de paiement, on s'aperçoit que finalement, ces outils-là ne sont pas contrôlés au niveau européen. Ouais, c'est là qu'on vient sur la question de l'enjeu de souveraineté. Et troisième élément sur la souveraineté, ce sont aussi les monnaies numériques, enfin les actifs numériques privés, les monnaies privées en fait, qui sont appelés les stablecoins. Et là, on sait bien que si, je pense que tout le monde a eu, les autorités mondiales ont eu peur du projet de Libra, vous voyez, de Mark Zuckerberg, Meta. Et donc il y a ce sujet-là s'est posé en se disant, est-ce qu'une monnaie privée avec une puissance de frappe aussi importante que celle des réseaux sociaux, de la tech et des réseaux sociaux pourrait, d'une manière ou d'une autre, remplacer ou en tout cas concurrencer la monnaie officielle. Donc tout ça fait qu'on a eu peur en Europe et qu'on s'est dit qu'il faut accélérer. Il y a une nécessité en tout cas d'avancer pour conserver ces aspects de souveraineté. Alors, ils sont variables en fait. Je pense que les États-Unis ont dans l'idée quand même de maintenir la prédominance du dollar au niveau intérieur évidemment, mais surtout à l'étranger. D'où le e-dollar qui sera nécessaire. D'où le e-dollar qui viendra à un moment ou à un autre. La Chine a une autre approche qui est plus de développer en fait ses relations et son hégémonie commerciale finalement en Asie et probablement en Afrique et en permettant finalement des paiements qui sont complètement dématérialisés et finalement elle accompagne en fait sa stratégie de développement international. Donc là-dessus le e-yuan est quelque chose qui sous-tend complètement la stratégie commerciale chinoise avec une volonté d'expansion. Nous, en Europe, ça sera plutôt effectivement de conserver en fait la souveraineté européenne. Défensif, quoi. C'est plus défensif. C'est l'idée de pouvoir enfin avoir la maîtrise complète de notre monnaie. Notamment quand on voit que, justement, en reparlant en voyant de nouveau les sujets liés aux monnaies numériques privées, quand on voit l'Eurocoin de Circle, Circle est une entreprise américaine et qui émet un stablecoin adossé à l'euro. Elle échappe complètement au contrôle européen. Alors, dans le dans le règlement européen sur les marchés d'actifs numériques, Circle devra probablement se soumettre à la réglementation européenne. Aujourd'hui, c'est pas le cas, et le règlement n'est pas encore en vigueur. Donc on voit bien l'enjeu à la fois sur le particulier, qui va changer son cash avec de l'euro numérique, mais aussi sur les marchés financiers. Enjeu énorme. On a effectivement parlé, là, ce dont on a parlé, c'est de l'euro pour la clientèle de détail. Pour vous, pour moi, pour payer avec son téléphone ou avec Internet. On a un autre versant de la monnaie numérique, qui est une monnaie de gros, en fait, qui est une monnaie qui est pour les institutionnels, dans le cadre du fonctionnement des marchés financiers. On a entendu parler beaucoup de la tokenisation des titres financiers, donc des titres financiers numériques. Ça, les législations en Europe se sont développées pour permettre l'émission de titres financiers digitaux ou numériques. Mais ce qui manque, c'est le volet justement paiement. Dans le cadre des marchés financiers, la sécurité en fait du système est assurée par un système de règlement livraison dans lequel la livraison des instruments financiers se fait contre le paiement en cash de ces titres. Et cette patte cash, on ne l'a pas dans le système financier actuellement parce qu'on repose aujourd'hui essentiellement sur la monnaie banque centrale. On ne l'a pas en Chine, aux États-Unis, en Europe. Probablement nulle part. En fait, on l'a de façon expérimentale, mais je dirais dans des petites expérimentations qui restent très limitées, très marginales. En réalité, on n'a pas un développement global. Mais demain, la France pourra émettre des emprunts en euros numériques. Elle pourrait le faire, absolument. Oui. Ça, faire des emprunts de titres financiers numériques, elle pourrait très bien le faire. Après, c'est le règlement de la souscription des titres qui se fait en euros normal. Voire, on pourrait éventuellement avoir des coins, en fait, des actifs numériques. On a des expérimentations de monnaie banque centrale, mais qui est très limitée parce qu'elle n'est créée que pour les besoins de la souscription et elle est détruite juste après. Et elle se transforme ensuite en euro normal. Je voudrais revenir quand même sur une question importante. Bon, le cash ne va pas disparaître, les espèces ne vont pas disparaître. Pour autant, est-ce qu'il n'y a pas un problème de vie privée quand on va travailler ou échanger uniquement en monnaie numérique ? Alors,
c'est certainement un des sujets qui pose le plus de difficultés. Enfin, en tout cas, le plus de questions, hein, c'est certain. Aujourd'hui, quand on paye avec des billets de banque, c'est pas traçable. On fait ce qu'on veut. Voilà. Alors, après, on met des limites. Vous savez qu'en France, on peut pas dépenser, on peut pas acheter des objets chez le marchand pour plus de 1 000 € en réalité. Bon, là, donc il y a cette limite. Pour l'euro numérique, effectivement, le sujet qui se pose, c'est que comme il s'agit d'un dispositif numérique, informatique, en réalité, il est tracé notamment par les intermédiaires bancaires, financiers, par les banques centrales. Donc, il y a potentiellement un accès à tous les éléments de vie privée qui sont attachés à l'utilisation de l'euro numérique. Alors, cet aspect-là est pris en compte par le projet de règlement de la Commission européenne, avec l'idée d'avoir finalement un euro numérique qui fonctionne de la même manière qu'un paiement normal par carte bleue, par carte bancaire. Et dans ce cas-là, vous êtes tracé, mais de façon limitée pour les besoins de lutte contre la criminalité. Et puis, vous avez un euro numérique qui sera offline, qui lui pourra être stocké en fait sur un support physique, par exemple, et qui lui ne devrait pas être tracé. Merci beaucoup Frédéric Lacroix pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.